Ce discours est encore là, mais on nous explique aussi que c'est aussi beaucoup pour comprendre le développement embryonnaire, pour comprendre le début de la vie. Moi, je suis très très soucieux, intéressé de tout ça. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de l'embryon humain pour cela. Et par contre, l'argument thérapeutique me semble quand même moins présent. Enfin, moins présent aujourd'hui. Il a sans doute pris du recul. Alors, nous pensons aussi que les scientifiques pourraient tirer des conclusions sur le statut de l'embryon lui-même, peut-être plus respectueuse, me semble-t-il. Enfin, concernant les personnes handicapées et l'accueil du handicap, nous sommes évidemment favorables à l'accueil de toute personne souffrant de maladie ou de handicap, et nous contestons l'espèce d'escalade dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Escalade du diagnostic prénatal, mais aussi escalade un peu vertigineuse du diagnostic préimplantatoire. On a vu récemment l'idée et même la réalisation dans quelques cas, certes très peu fréquents, d'un diagnostic pour des risques de maladie. Nous pensons que cette évolution est extrêmement préoccupante et nous y sommes tout à fait opposés. Tout à fait opposés parce que aujourd'hui, ces pratiques nous mettent en contradiction de plus en plus évidente avec notre souci commun d'accueillir la personne malade ou handicapée. Et on voit bien déjà dans les témoignages que nous recevons à quel point la pression sociale est déjà très forte. Et nous pensons que si nous laissons se développer ces techniques, ces pratiques de diagnostic toujours plus précoces, plus pointues, la pression sera de plus en plus insistante et que beaucoup d'entre nous, peut-être, n'aurions pas passé cette barrière du gène convenable. Voilà. Donc nous sommes soucieux de cette évolution. Nous pensons qu'il serait souhaitable qu'il y ait une meilleure prise de conscience de la sélection de l'exclusion prénatale, une meilleure politique de l'annonce du handicap. Là aussi, je suis souvent surpris. Moi, je suis régulièrement appelé par des parents auxquels on annonce un handicap en prénatal et les conseillers qu'ils ont sont l'échographistes, sont l'obstétricien. Et excusez-moi de dire que ce ne sont pas forcément les personnes les plus compétentes pour expliquer ce qu'est ce handicap, expliquer ce que peut devenir cet enfant, expliquer ce qu'il peut vivre, et que ces familles auraient parfois besoin d'un éclairage complémentaire qui pourrait être celui du médecin qui est impliqué quotidiennement dans le soin, dans l'accompagnement de personnes souffrant de ces maladies ou handicaps. Il nous semble que la pratique française sur le diagnostic prénatal est très en pointe, si l'on peut dire, ou de notre point de vue plutôt plus avancée sur une pente qui nous inquiète. Il y a des raisons pour ça, entre autres le remboursement de l'échographie qui a joué beaucoup dans ce diagnostic prénatal. En tout cas, il serait intéressant que nous disposions d'études sérieuses qui nous permettent de mieux comprendre ce qui fait que des familles sont prêtes à accepter ou ne pas accepter tel ou tel type de maladie et de handicap. Pourquoi aurions-nous besoin de cela ? Pour voir où nous allons et pour comprendre les enjeux en termes de communication, les enjeux sociologiques qui nous semblent à creuser. Par ailleurs, nous souhaiterions aussi disposer d'études assez complètes sur l'épidémiologie de ce qui se passe aujourd'hui et de cette sélection prénatale. Nous pensons que ça pourrait nous éclairer et éclairer le législateur très certainement, de bien voir la réalité des pratiques et de bien voir dans quel ou quel cas sont proposés ces gestes de sélection. En conclusion, donc, humaniser le regard sur l'embryon. On a bien conscience que c'est pas facile et qu'en osant dire ça, nous sommes certes à contre-courant de ce que pensent beaucoup et en même temps, nous avons aussi la conviction que même si ce chemin est difficile parce que l'embryon ne s'exprime pas, qu'il a peu d'avocats, qu'il n'a pas de visage, eh bien, c'est quand même le sens dans lequel il faudrait que nous allions. On nous demande surtout pas de fuite en avant face à une concurrence internationale, face à un tourisme procréatif, une voie française qui sache respecter déjà les principes déjà acquis, qui nous semblent bons. Et même si j'exprime des critiques face à certaines pratiques, je pense que la loi française bioéthique aujourd'hui est sans doute plus protectrice de la dignité des personnes humaines que dans d'autres pays. Et nous pensons que des dérives à l'anglo-saxonne, très ultralibérales, avec la marchandisation du corps, des gamètes, etc., nous semblent extrêmement inquiétantes et à éviter absolument.
Nous pensons aussi qu'il faut résister à des revendications catégorielles, même si ce n'est pas forcément facile, et revenir à des dispositions plus protectrices de l'être humain. Si jamais, évidemment, le législateur n'avançait pas dans ce sens-là, notre avis est qu'un statu quo législatif, à ce moment-là, serait sans doute meilleur qu'une évolution vers des nouvelles pratiques qui nous semblent critiquables. Merci beaucoup, Mirabel. Je vais passer la parole à Jean Leonetti et puis à les collègues qui veulent intervenir suite à vos interventions. Jean. Merci de votre intervention, de la clarté et d'avoir abordé l'ensemble des problèmes. Je voudrais revenir sur le problème de l'embryon. Considérez-vous que l'embryon est une personne humaine ou est-ce que vous pensez qu'il faut lui définir un statut ? Est-ce que pour vous c'est un être humain en devenir ou est-ce que il n'y a donc aucune possibilité dans une hypothèse où il serait équivalent à une personne humaine de pratiquer un diagnostic préimplantatoire, un diagnostic prénatal ou de faire toute congélation d'embryon. Ma question, vous connaissez bien le problème, c'est de dire au fond, est-ce qu'il y a un curseur que vous placez très haut ou est-ce qu'il y a, à votre avis, une impossibilité totale à envisager quoi que ce soit dans ce domaine? Et si on retourne, par exemple, dans le diagnostic prénatal, y a-t-il des maladies graves, incurables, rapidement mortelles, qui, à votre avis, doivent être évitées et qui peuvent amener à ce moment-là à ce qu'il y ait une destruction de l'embryon ou du fœtus, ou est-ce que, là aussi, vous considérez que ce n'est pas une question de niveau de gravité de diagnostic et que tout doit vivre et que tout être mérite donc de vivre, même si on annonce à la mère qu'elle va avoir un enfant soit gravement mal formé, soit, ce qui à mes yeux est peut-être pire, un enfant qui va avoir par exemple dans certaines maladies un cancer à 100% des cas dans les 2 ans qui vont suivre la naissance. Ça, c'était la question sur l'embryon. La deuxième question que je voulais vous poser, c'était une question sur l'anonymat du donneur de gamètes. Peut-être j'ai mal lu ou mal compris. Il m'a semblé que vous pensiez qu'il fallait lever cet anonymat et que, au fond, l'enfant devenu homme, avait un certain droit à retrouver son géniteur. Mais si il va le retrouver, c'est bien parce qu'il cherche un père. Donc ça pose bien évidemment le problème de savoir qui est le père. Est-ce que c'est celui qui l'a élevé pendant les 18 ans et qui l'a entouré d'affection et qui a permis son éducation, ou est-ce que c'est ce géniteur au hasard d'un don de gamètes qu'il va retrouver, et s'il va le retrouver, c'est pas uniquement pour connaître un certain nombre de marqueurs biologiques, mais c'est bien pour découvrir une autre personne qu'il considère être à son origine. Donc là, on est à la limite entre l'être humain, qui sont les parents, au fond, les géniteurs ou les éducateurs, si on veut résumer les situations. Dans le meilleur des cas, ou plutôt dans la plupart des cas, c'est les deux. Et quand on le dissocie, est-ce que vous avez l'impression que la balance sur le biologique et le géniteur n'est pas trop marquée en ce moment par rapport à l'affectif et à l'éducatif? Je vous ai pas senti très ferme vis-à-vis du problème de la gestation pour autrui et des mères porteuses. Je me serais attendu à une condamnation ferme et sans appel, et je ne sais pas exactement quelle phrase vous avez utilisée, mais vous avez laissé des portes ouvertes. Est-ce que là aussi ces portes ouvertes sont